veut continuer à se battre contre l'accord sur le nucléaire iranien. Prochaine étape, le vote du Congrès américain. Téhéran estime de son côté qu'Israël sort plus isolé que jamais de l'accord de Vienne. La Turquie a identifié un suspect qui pourrait être le kamikaze de l'attentat de Sourouk, attentat qui a fait 32 morts hier lors d'un rassemblement de Kurdes. Les obsèques émouvantes de Jules Bianchi ce matin à Nice, le pilote de Formule 1 décédé des suites d'un accident en course était âgé de 25 ans. Ses pairs sont venus lui rendre un dernier hommage. Le Grand Direct, avec Jean-Charles Banou. Bonsoir. Israël n'a pas l'intention de se résigner à l'accord sur le nucléaire iranien. Et au fur et à mesure que les jours passent, eh bien, le message de Netanyahou reste le même. Il l'a fait passer d'ailleurs aujourd'hui au secrétaire américain à la défense Ashton Carter, avec qui il a eu un entretien. Les Iraniens, eux, estiment au contraire que c'est Israël qui est plus isolé que jamais après la conclusion de cet accord à Vienne. Léa Verdugo. Ashton Carter au Proche-Orient pour tenter de rassurer les alliés américains dans la région. Première étape du chef du Pentagone, Israël, où il a rencontré le chef du gouvernement. Les deux hommes se sont salués d'une longue poignée de main avant de commencer leur entretien sans faire de déclaration. Les visages sont fermés. Benyamin Netanyahou n'a effectivement pas cessé de remettre en question l'accord conclu avec l'Iran. Et cela, même après les efforts américains pour assurer le gouvernement israélien. Ashton Carter avait indiqué lundi que les États-Unis étaient prêts à renforcer leur coopération militaire avec le pays. Dans le même temps, Mohammad Javad Zarif fait la promotion de l'accord sur le nucléaire devant les députés iraniens. Le ministre des Affaires étrangères défend un accord équilibré. Nous ne devons pas oublier que tout accord est un marchandage et que chacune des parties renonce à une part de ses demandes pour obtenir les plus importantes d'entre elles. Jusqu'à ce que ce soit équilibré. Le secrétaire d'État américain John Kerry a lui réagi aux propos du guide suprême iranien qui jurait de défier les politiques américaines dans la région. Je sais que souvent des remarques sont faites publiquement et les choses peuvent évoluer différemment. Si c'est de la politique, c'est très inquiétant, c'est très dérangeant. Dans ce contexte, Laurent Fabius a annoncé se rendre prochainement à Téhéran à l'invitation du ministre iranien des Affaires étrangères. Dans un premier temps, j'irai en tant que responsable politique pour mon collègue iranien, M. Zarif, m'a invité. Il m'avait d'ailleurs invité auparavant, je n'étais pas venu, mais là, je trouve que tout est réuni pour que je m'y rende et j'aurai des conversations sur tous les sujets. Une visite strictement politique donc, qui sera suivie d'un volet économique avec la venue à Téhéran d'une délégation de patrons du MEDEF en septembre. Alors, on va maintenant se tourner vers Paris, où nous attend justement Christian Mallard, consultant diplomatique. Bonsoir Christian, c'est l'une des informations importantes du jour. Eh bien, Laurent Fabius a annoncé qu'il allait se rendre dès la semaine prochaine à Téhéran, lui aussi. Comme l'Allemagne, finalement, la France veut aussi récolter sa part du gâteau iranien ? C'est évident, la France veut emboîter le pas dans le couple franco-allemand. Les Allemands ont tiré les premiers et c'est évident que les Allemands font beaucoup plus d'affaires en Iran et dans toute cette région que les Français. Donc Laurent Fabius ne veut pas demeurer en reste et bien entendu il emboîte le pas du partenaire allemand pour montrer que l'axe franco-allemand, une fois de plus, fonctionne et qu'on va aller à Téhéran pour discuter. Simplement, à la différence des Allemands, je pense que Laurent Fabius, qui se veut pragmatique, qui veut faire de la réelle politique, essayer d'obtenir des marchés pour la France, va toujours être très prudent puisque je crois qu'il fait quand même partie des membres de la délégation internationale qui a négocié l'accord sur le nucléaire, qui est resté quand même très prudent vis-à-vis de l'attitude du régime iranien. Mais cela dit, on voit bien, tout le monde veut aller à Téhéran. Après, j'ai envie de dire, je jouais sur les mots. Il y avait l'expression, on prend le chemin de Damas, là on prend le chemin de Téhéran. Tout le monde veut faire des affaires. Encore que, j'ajouterais, qu'avant que l'accord ne soit conclu, il y avait une grande hypocrisie déjà qui régnait, puisque un certain nombre de sociétés américaines
et même d'autres pays faisaient déjà du business avec l'Iran par l'intermédiaire de sociétés écrans, au Panama en particulier. Et donc, si vous voulez, aujourd'hui, on veut la part du gâteau, c'est important. L'Iran est un énorme marché, automobile et autres domaines, et les Français ne veulent pas le rater, le rendez-vous, et le coche. Mais Christian, est-ce que la position de Laurent Fabius, justement, a évolué? Parce que c'était évidemment un des dirigeants les plus prudents, peut-être même les plus réticents, avant l'accord de Vienne. Est-ce qu'il a évolué aujourd'hui sur ce point? Il a évolué, si vous voulez, parce qu'il sait très bien qu'on ne peut pas laisser tous les autres pays, les autres partenaires récupérer la part du gâteau iranien, si je puis dire. Et donc, il veut que la France en fasse partie. C'est normal, c'est de bonne guerre, et j'ai envie de dire, surtout au niveau de l'économie. Mais en même temps, Laurent Fabius, par rapport à l'accord qui a été signé, reste très prudent. Il a toujours voulu un accord qu'il qualifiait de robuste, fiable, vérifiable. Je ne suis pas du tout sûr aujourd'hui que Laurent Fabius, honnêtement, d'après ce que je comprends, pense que les inspecteurs de l'Agence pour l'énergie atomique internationale vont pouvoir travailler dans les meilleures conditions pour s'assurer que l'Iran ne cache pas la poursuite de son programme nucléaire. Je pense que Laurent Fabius reste très vigilant, très méfiant, dirais-je même, vis-à-vis des interlocuteurs iraniens. Là, il va retrouver son interlocuteur, Javad Zarif, qu'il avait invité à venir. OK, il répond à l'invitation. Maintenant, je pense que Laurent Fabius reste très réaliste quant à la perplexité de cette négociation qui a eu lieu, et puis sur l'avenir, en disant, j'ai envie de reprendre l'expression que Reagan utilisait avec Gorbatchev quand il négociait sur le désarmement, faire confiance, oui, mais il faut surtout vérifier. Et si on peut vérifier, donc on aura des réponses dans les mois qui viennent, ça c'est certain. Merci Christian Mallard depuis Paris, donc à propos de cette visite que va effectuer Laurent Fabius dès la semaine prochaine à Téhéran. Merci Christian. Merci Jean-Charles. Alors on revient ici avec ce qui se passe en Israël concernant cet accord iranien avec vous, Dror Even-Sapir. Bonsoir, analyste politique. Il y a un agenda très chargé pour Netanyahou aujourd'hui. Il a reçu Ashton Carter ce matin. Il est avec Matteo Renzi en ce moment, on va y revenir dans un instant. Ça veut dire qu'Israël veut continuer de combattre cet accord, même s'il est signé, même si les diplomates européens s'y précipitent désormais à Téhéran. Bon, la dernière carte à jouer du point de vue d'Israël, du point de vue de Benjamin Netanyahou, c'est celle du Congrès américain. La plupart des diplomates israéliens, en pensant à Washington, ont reçu l'ordre de ne pas prendre de vacances cet été. Ils sont donc sur le qui-vive, dans la perspective d'une vaste campagne qui est adressée à la fois à l'opinion publique américaine et aux élus américains, aux membres du Congrès, aux représentants, aux sénateurs qu'il s'agira de convaincre. Le Congrès va rejeter l'accord parce qu'il est en majorité républicain. Mais dans ce cas-là, bien évidemment, Barack Obama, en tant que président, fera usage de son droit de veto. Et là, le Congrès devra, s'il persiste dans cette voie, rassembler une majorité spéciale pour rejeter l'accord et pour rejeter la levée des sanctions américaines, des sanctions économiques américaines. Donc, ce qu'espère Benjamin Netanyahou, encore une fois, c'est véritablement sa dernière carte à jouer, c'est de convaincre des élus démocrates de voter contre la levée des sanctions américaines qui visent l'Iran. Et là, ce sera difficile. Ce sera difficile parce que même si certains démocrates peuvent être convaincus par les arguments de Benjamin Netanyahou et d'Israël, on va entrer en période préélectorale aux États-Unis. Donc, on voit mal des élus démocrates voter contre leur propre président, contre leur propre camp. D'autant plus que l'opinion publique américaine, et lorsqu'elle s'intéresse à la politique étrangère, en général c'est pas le cas, mais ceux des Américains qui s'y intéressent, sont beaucoup plus préoccupés par le djihadisme, par l'organisation de l'État islamique, et dans ce contexte-là, l'Iran est perçu comme un allié objectif. Donc la plupart des Américains se méfient. Et l'histoire américaine leur donne de bonnes raisons de le faire, se méfient de l'Iran, mais peut-être qu'ils perçoivent d'un assez bon œil cet accord, étant donné qu'encore une fois, l'Iran est perçu comme un allié objectif. Les Juifs américains qui votent en très grande majorité démocrate seraient majoritairement en faveur justement de l'accord de Vienne. Donc Benjamin Netanyahou aura bien des difficultés à convaincre les élus démocrates de voter contre cet accord. En tout cas, la campagne est lancée dans l'opinion publique avec plusieurs apparitions déjà dans les médias américains de Benjamin Netanyahou. L'AIPAC, le lobby pro-israélien aux États-Unis, a lui aussi lancé une campagne dans plusieurs États aux États-Unis contre l'accord, une campagne très chère.
Alors, vous restez avec nous, Dror. On va revenir dans un instant sur ce volet américain. Mais l'actualité ce soir, c'est que Netanyahou, on vous l'a dit, a un agenda très chargé. Ashton Carter ce matin, le secrétaire américain à la Défense. Et puis, le Premier ministre italien en ce moment même, Matteo Renzi. On va retrouver Daniel Haïk sur place. Bonsoir, Daniel. Il est aussi question du nucléaire iranien avec le Premier ministre italien, tout comme c'était le cas ce matin avec Ashton Carter. Oui, effectivement, mais les invités passent tellement rapidement ici à Jérusalem que Benjamin Netanyahou n'a pas eu le temps d'informer les médias de la teneur de sa rencontre ce matin avec Ashton Carter. Et c'est ce qu'il a fait donc dans le cadre d'une conférence de presse commune avec son invité, son homologue italien, Matteo Renzi. Et au cours de cette conférence de presse, pas véritablement de surprise, Benjamin Netanyahou a répété que la menace du nucléaire iranien était une menace extrêmement grave. Non seulement, c'est en tout cas ce qu'il a dit à Ashton Carter, qu'elle était non seulement grave pour Israël et le Proche-Orient, mais également pour l'Europe et l'ensemble de la communauté internationale. Il a affirmé que d'une certaine manière, c'était un danger. Cet accord représentait un véritable danger, et surtout le fait que dans une dizaine d'années, l'Iran pourrait se doter du potentiel nucléaire, et que également, avec la levée des sanctions, l'Iran pourrait récupérer plusieurs centaines de milliards de dollars qui allaient servir à développer la lutte, le terrorisme international. Donc c'est la menace qui pèse sur Israël et sur l'ensemble de la communauté internationale, selon Benjamin Netanyahou, après cet accord, un accord qu'il a répété être un mauvais accord et une erreur historique. Et alors son interlocuteur, Matteo Renzi, a affirmé lui que pour sa part, il considérait que l'accord signé à Vienne la semaine dernière était un bon accord, mais il n'a pas été particulièrement enthousiaste. Par contre, il a été un peu plus enthousiaste pour parler de l'État d'Israël, l'État ami de l'Italie. Il a parlé de la réussite économique d'Israël également, et également il a fait allusion à la résurgence de l'antisémitisme dans son pays, en affirmant qu'il prendrait les mesures nécessaires pour combattre contre cet antisémitisme. Merci Daniel Haïk, depuis Jérusalem. On va d'ailleurs écouter un extrait des déclarations et de Netanyahou et de Matteo Renzi il y a quelques minutes. Nous avons des positions différentes concernant l'accord avec l'Iran. Nous soutenons le compromis négocié par les États-Unis, et si un compromis est possible pour le futur de l'Iran, il ne peut y avoir de compromis pour la sécurité d'Israël. Tout en nous rangeant aux côtés de la communauté internationale, nous estimons que le droit d'Israël à exister est une nécessité absolue. L'Europe et Israël sont menacés par les mêmes forces. L'Italie et Israël coopèrent de plusieurs façons pour faire face à ces défis. Nos deux pays aspirent à la sécurité, la prospérité et la paix dans la région méditerranéenne et au-delà. Nous deux souhaitons voir Israël obtenir une paix durable avec nos voisins palestiniens. Travaillons ensemble pour atteindre cet objectif. L'Italie est notre allié, notre partenaire et notre ami. Voilà donc Netanyahou en pleine explication sur ce nucléaire iranien. Alors Dror Evan Sapir, avec les Américains, on a vu que c'était un peu froid, d'apparence en tout cas, avec Ashton Carter ce matin. Oui, bien sûr, Benjamin Netanyahou avait l'air tout à fait sévère. Il n'a affiché absolument aucun sourire dans cet échange de poignées de main avec le secrétaire américain à la Défense. Le langage du corps a son importance. Le Premier ministre israélien veut montrer que l'heure est grave et qu'il s'oppose tout autant à l'accord conclu à Vienne. Mais on sent quand même une petite hésitation. On sent que Benjamin Netanyahou et les autres responsables israéliens hésitent à mener une opposition trop frontale à Barack Obama et à l'administration américaine, parce que les risques sont importants. Si effectivement le Congrès rejette à une majorité spéciale l'accord de Vienne et la levée des sanctions américaines. Donc si le Congrès en fait va contre Barack Obama, si suffisamment d'élus démocrates rejoignent les républicains dans le rejet de l'accord de Vienne,
On imagine que le président américain le prendra très mal. Pour lui, l'accord de Vienne est un acquis diplomatique de la toute première importance. Et on peut imaginer dans ce contexte-là, dans ce scénario-là, que Barack Obama soit incité à la prochaine résolution anti-israélienne ou pro-palestinienne qui sera déposée au Conseil de sécurité des Nations Unies, de ne pas là faire usage du droit de veto américain pour laisser passer ce genre de résolution. Et les conséquences sur Israël seraient tout à fait regrettables. Donc on sent une certaine hésitation dans la marche à suivre du côté du Premier ministre israélien. Les prochaines semaines, en fait, vont nous dire quelle option va être celle de Benyamin Netanyahou. Dans les deux sens, il y a des risques importants. Merci Dror Even Sapir. Voilà pour ce dossier du nucléaire. En Syrie, on apprend ce soir que 3 journalistes espagnols sont portés disparus. Ils ont été kidnappés d'après la Fédération des journalistes espagnols, qu'il s'agirait de journalistes freelance qui travailleraient donc pour leur propre compte. Pas d'autres indications pour l'instant. La Turquie, de son côté, a enterré aujourd'hui les victimes du terrible attentat suicide d'hier dans la ville de Sourouk qui a fait 32 morts. Un suspect aurait été identifié, attentat qui est attribué à l'État islamique. Chloé Demoulin. Après l'attaque, les autorités répliquent. Le président Recep Tayyip Erdogan a maudit les responsables. Son Premier ministre a promis ce mardi de renforcer la sécurité et de faire rapidement la lumière sur les circonstances de l'attentat. Un suspect a été identifié. Ses éventuels liens à l'étranger ou en Turquie sont en cours de vérification. La plus forte possibilité est qu'il s'agisse d'un attentat suicide lié à l'État islamique. L'attentat a touché de plein fouet des jeunes proches de la cause kurde, un potentiel acte de représailles alors que des milices kurdes sont engagées dans la lutte contre l'État islamique en Syrie et ont parfois réussi à faire battre les djihadistes en retraite ces derniers mois, comme dans la ville de Kobané. Mais pour l'heure, le groupe terroriste n'a pas revendiqué l'attaque. Ce mardi, lors des funérailles de 27 des victimes, les réactions parmi les proches étaient partagées entre incompréhension mais aussi volonté de résister. J'ai cru que quand je verrais sa mère, je réaliserais, mais c'est comme s'il allait bientôt arriver. Je ne peux pas y croire, il était contre la violence. Nous n'abandonnerons pas, quoi qu'il arrive. Nous défendrons la paix et la fraternité. Jusqu'ici, Ankara s'est refusé à intervenir militairement contre le groupe État islamique. Mais le régime d'Erdogan a aussi exprimé à plusieurs reprises sa crainte de voir émerger en Syrie une région autonome tenue par les milices kurdes. Une contradiction auquel le pays doit se confronter aujourd'hui. Alors justement, l'attitude de la Turquie est souvent ambiguë face à l'État islamique. On est en ligne avec Johan Morvan, qui est chercheur au CNRS, spécialiste de la Turquie. Bonsoir. Oui, bonsoir Jean-Charles. Alors, est-ce qu'à votre avis, la Turquie joue une sorte de double jeu? Parce que ce sont des Kurdes, évidemment, qui ont été visés, et ce ne sont pas, évidemment, les protégés d'Ankara. Oui, on peut, en tout cas, légitimement soupçonner les services de renseignement turcs d'avoir été au courant de cette volonté d'attaque et qu'il est possible qu'il n'ait pas cherché à l'empêcher. Est-ce que la Turquie a vraiment... Autant, est-ce que Erdogan est derrière, enfin, est-ce que les renseignements et l'État en particulier sont plus généralement impliqués dans cette attaque? Vraisemblablement pas. Mais est-ce que ça arrange les intérêts d'Erdogan? Peut-être. C'est un contexte un peu confus qui est dans la continuité en fait de la campagne électorale dernière, où il y a eu aussi un certain nombre d'attaques de QG du parti issu de la mouvance kurde qui a élargi son électorat et qui a réalisé un score très important, le plus beau score de son histoire, et qui de ce fait devient une force de blocage du jeu politique tel que le souhaitait Erdogan. Est-ce que, Johan Morvan, la Turquie a vraiment envie de prendre les armes contre l'État islamique? Parce qu'on voit bien qu'il y a toujours des réticences à engager un combat frontal contre l'État islamique. Ah ben certes, oui. Il y a même eu aussi des révélations durant cette même campagne de livraison d'armes à une certaine époque à l'État islamique. Donc effectivement, la Turquie a une relation ambiguë par rapport à l'État islamique. Oui. A été, en tout cas, vraisemblablement plus à présent, mais a été un soutien indirect de l'État islamique.
Merci Johan Morvan. Je rappelle donc que vous êtes chercheur au CNRS, un spécialiste de la Turquie. L'Égypte, elle, a pris possession aujourd'hui des 3 premiers avions Rafale qui ont été livrés par la France. Les appareils qui sont partis d'Istres et qui ont rallié l'Égypte, ce qui a d'ailleurs donné lieu à des images spectaculaires de survol au-dessus du Caire. Joseph Emmanuel. Ces 3 Rafales auraient dû appartenir à l'armée française. Ils volent finalement sous les couleurs égyptiennes. Sur la base militaire d'Istres, dans les Bouches-du-Rhône, les premiers avions de combat d'une série de 24 appareils ont officiellement été remis aux autorités égyptiennes. La cérémonie s'est déroulée devant une petite centaine de personnes, en présence de l'ambassadeur d'Égypte en France, en toile de fond, un avion de guerre pour parler de paix. Mesdames et messieurs, ces Rafales, dorénavant égyptiens, contribueront à l'instauration de la paix et de la sécurité, ainsi qu'à notre combat commun contre le terrorisme. Vive la France, vive l'Égypte, vive l'amitié franco-égyptienne. Une amitié qui a sans doute accéléré la première vente à l'exportation du dernier né de Dassault. Une négociation éclair de 5 mois, du jamais vu. Les discussions d'armement durent souvent des mois, voire des années. Vous avez été les premiers clients et vous êtes les premiers clients export du Mirage 2000. Vous êtes aussi les premiers clients export et les premiers utilisateurs du Mirage 2000, du Rafale, pardon, en plus du Mirage 2000. Confronté aux offensives de l'État islamique, à la frontière libyenne comme dans le désert du Sinaï, le président Sisi avait décidé, dès l'automne 2014, de renforcer son armement. Une volonté qui s'est traduite par la signature d'un contrat de plus de 5 milliards d'euros, des avions, une frégate multimission et des missiles de courte et de moyenne portée. Une négociation rondement menée et une exigence égyptienne, disposer le plus rapidement possible des équipements et ainsi présenter un navire de combat et des Rafales lors de la prochaine cérémonie d'élargissement du canal de Suez. 4 pilotes égyptiens ont été formés pour ramener les 3 premiers appareils. Ils écoutent les dernières recommandations des pilotes et techniciens de Dassault Aviation, comme le feront prochainement des pilotes qataris. Le groupe français a également signé la vente de 24 appareils à la pétromonarchie de l'émir Al Thani. En attendant, les Rafales égyptiens survolent les pyramides du Caire pour aller retrouver leur nouvelle base et effectuer dans les prochains jours leur première frappe contre l'État islamique. En France, le président Hollande a promis l'annonce demain d'un plan d'urgence pour calmer la colère des éleveurs. En attendant, les barrages mis en place ont été maintenus en Normandie et le ministre de l'Agriculture a finalement dû accepter de se rendre sur place pour rencontrer les éleveurs en colère. Julia Ganancia. Sur les barrages de Caen, les agriculteurs laissent éclater leur détresse. Ils protestent contre une chute des prix de la viande et du lait qui ne leur permet pas de couvrir leurs coûts de production. Samedi, le président français François Hollande avait lancé un appel à la grande distribution pour améliorer la rémunération des éleveurs. Un appel insuffisant selon les intéressés. On n'attend pas grand-chose, on n'est pas là pour avoir des rustines, on n'est pas là pour avoir de l'argent du contribuable, on est là pour un changement profond de l'agriculture, on est rendu au bout, à l'obsolescence totale de notre modèle. Donc aujourd'hui, il faut que les choses changent. Tel que la distribution est organisée, c'est très difficile de mettre en place, de court-circuiter ce système, que nous soyons responsables et que toute la filière soit responsable, de façon à ce que les éleveurs puissent aussi vivre de leur métier. Face à la colère des éleveurs qui s'étend à d'autres régions, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. 10% des élevages seraient au bord du gouffre. Le ministre de l'Agriculture s'est rendu à Caen ce mardi. Les éleveurs réclamaient depuis longtemps de le rencontrer sur le terrain. Parmi les annonces attendues, le gouvernement pourrait opter pour des mesures de désendettement des exploitations en prenant à sa charge une partie des intérêts. En juin, les professionnels s'étaient engagés à augmenter les prix d'achat de la viande bovine de 5 centimes par semaine jusqu'à atteindre 4,50 € le kilo. On en est loin, les prix n'ont gagné que 7 centimes au total. La faute à qui? Distributeurs et industriels se rejettent la responsabilité. Au Japon, un vaste scandale financier touche l'une des entreprises emblématiques du pays, la firme Toshiba, dont le patron a dû démissionner aujourd'hui en présentant ses excuses pour une vaste fraude dans la comptabilité du groupe. Solal Azeroual. C'est un coup de tonnerre à la tête de Toshiba. La moitié du conseil d'administration démissionne. Motif ? Irrégularité comptable du conglomérat industriel japonais qui emploie plus de 200 000 personnes. Découverte par un comité d'audit indépendant, la malversation financière est très organisée.
Dépréciation masquée, bénéfices faussement comptés. Depuis 2008, les dirigeants de Toshiba falsifiaient les comptes. Montant de la fraude, 150 milliards de yuans, plus d'1 milliard d'euros. Président et PDG de Toshiba, Isao Tanaka assume sa responsabilité et démissionne, dans une mise en scène bien japonaise. Afin de clarifier les responsabilités de la direction, je démissionne aujourd'hui de mon poste de président et PDG. Le président du conseil d'administration, Masashi Muromachi, assumera ses fonctions de manière provisoire. Malgré ma démission, Toshiba se réorganisera au plus vite et travaillera d'arrache-pied pour regagner la confiance perdue. C'est pour cela que je sollicite votre soutien. Un soutien dont le prochain conseil d'administration aurait bien besoin pour se relever. Le conglomérat, aussi sans filiale, fabrique des ordinateurs, des ascenseurs, des lave-linges et même des réacteurs nucléaires. L'action Toshiba reprend des couleurs grâce à l'annonce de la démission de Tanaka. Depuis la révélation du scandale financier en avril, l'action avait perdu un quart de sa valeur. Nous considérons cette situation très sérieusement. Nous voudrions présenter à nos actionnaires majoritaires ainsi qu'à chacun de nos actionnaires nos excuses les plus sincères. Avant la réunion d'une assemblée générale extraordinaire des actionnaires, Toshiba doit présenter les comptes 2014-2015 à la mi-septembre. Les actionnaires majoritaires de Toshiba devront alors nommer un nouveau patron chargé de rassurer la bourse de Tokyo. Alors on s'y arrête avec vous, Lionel Friedfeld, bonsoir. Analyste financier. C'est une fraude énorme et puis une des grosses entreprises japonaises qui est touchée. Alors, effectivement, surtout un scandale financier comptable. Donc on l'a bien vu, le PDG de Toshiba, mais également le président non exécutif, puisque les présidents sont non exécutifs au Japon, et la moitié du conseil d'administration ont démissionné. Alors principalement pourquoi? Ils ont maquillé les comptes de 2008 et 2014, la société perdait de l'argent, et avec notamment en exerçant de la pression sur les experts comptables, ils ont dit que la société avait gagné 1,2 milliard de dollars, ce qui est considérable. C'était véritablement un scandale. La bourse a quand même bien réagi puisque Tokyo clôturait ce soir à plus 0,96% et surtout le titre Toshiba à plus 6,13%, ce qui veut dire que les investisseurs en fait ont confiance dans la valeur et surtout avaient impacté en fait le fait que le scandale allait sortir. Et ben voilà donc pour cette affaire qui pourrait donc trouver son issue à présent avec la démission du PDG. On parle maintenant avec vous, Lionel, de la reprise économique des relations entre l'Iran et l'Occident parce que ça s'accélère. L'Allemagne, la France, d'autres vont suivre. Il y a un marché énorme là qui s'ouvre. Il y a un marché énorme simplement parce qu'il y a 80 millions d'habitants en Iran. Ce sont des consommateurs. Effectivement, le chiffre d'affaires, on va dire, entre la France et entre l'Iran avait baissé. Il était à peu près de 4 milliards en 2003. Il est descendu à 500 millions en 2013. Mais aujourd'hui, toutes les entreprises françaises, européennes sont des starting blocks, les françaises d'abord, notamment dans l'automobile. PSA et Renault, en fait, avaient avant des joint ventures avec des partenaires locaux, produisaient chacun 400 000 voitures. C'était le deuxième marché mondial, notamment pour Renault et PSA. Deuxièmement, Total est extrêmement aussi implanté, avait travaillé notamment dans le gaz. Et troisièmement, des sociétés comme Danone, des sociétés comme LVMH ou Airbus veulent développer le business avec l'Iran. Merci beaucoup Lionel Friedfeld. Donc la visite dont on a parlé tout à l'heure du ministre français des Affaires étrangères, ce sera pour la semaine prochaine. Cette information également à retenir, le parquet de Paris qui a requis un non-lieu aujourd'hui dans l'enquête ouverte pour assassinat concernant la mort de Yasser Arafat. Sa famille, on s'en souvient, eh bien, soutenait qu'il avait été assassiné alors que plusieurs expertises ont conclu le contraire, avaient conclu à une mort naturelle. Le parquet semble donc se ranger ce soir à l'avis des experts, ce qui devrait clôturer définitivement le dossier autour des suspicions entourant la disparition de l'ancien leader palestinien. On va se retrouver dans un instant. Juste après la pause, on parlera justement à propos des Palestiniens et des Israéliens, bien du fameux accord qui a entouré la libération de Gilad Shalit, remise en liberté de prisonniers palestiniens qui ont depuis commis d'autres actes terroristes et notamment l'assassinat d'Israéliens. On en parle dans un instant autour d'un débat. À tout de suite. Israël continue de dénoncer l'accord sur le nucléaire iranien. Prochaine étape, le vote du Congrès américain. Téhéran estime de son côté qu'Israël sort plus isolé que jamais de l'accord de Vienne. La Turquie a identifié un suspect qui pourrait être le kamikaze de l'attentat de Soruk hier, attentat qui a fait 32 morts lors d'un rassemblement de Kurdes.
Les obsèques émouvantes de Jules Bianchi ce matin à Nice, le pilote de Formule 1, décédé des suites d'un accident en course, était âgé de 25 ans. Ses pairs sont venus lui rendre un dernier hommage. Le débat sur les libérations de prisonniers palestiniens en échange de dépouilles de soldats israéliens s'est de nouveau posé ces jours-ci en Israël. Mais désormais, le gouvernement ne semble plus vouloir entrer dans ce type de négociation. Les prisonniers palestiniens libérés dans le cadre de l'accord Shalit, notamment, auraient en effet été impliqués dans l'assassinat de 6 Israéliens depuis leur remise en liberté. Maxime Pérez. Ce 28 octobre 2011, les services de sécurité intérieure du Shabak sont les premiers à alerter le gouvernement israélien. Il y a de grandes chances qu'une partie des 1027 prisonniers palestiniens relâchés dans le cadre de l'accord Shalit renoue avec le terrorisme. 5 ans plus tard, les chiffres parlent d'eux-mêmes. 150 de ces détenus ont de nouveau été arrêtés par l'armée israélienne. Tous impliqués de loin ou de près dans la préparation d'attentats. Certains sont même passés à l'acte. Le premier à en avoir payé le prix se nomme Baruch Mizrahi. Le 14 avril 2014, cet Israélien de 47 ans est tué dans une attaque à l'arme automatique près de l'implantation juive de Kiryat Arba. Le 19 juin dernier, au nord de la Cisjordanie, c'est Dani Gonen qui tombe sous les balles d'un tireur palestinien. Ce randonneur de 25 ans est la 6e victime israélienne d'un Palestinien libéré pendant l'accord Shalit. Ces faits risquent de compromettre toute nouvelle libération de détenus palestiniens avec du sang sur les mains. La question divise car la rue israélienne compte de nombreux opposants à cette politique d'échange de prisonniers, à commencer par les familles nombreuses des victimes du terrorisme. Et puis le débat agite également la classe politique. Au début du mois, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a finalement abandonné une loi qui visait à instituer la peine de mort pour les terroristes condamnés. Le texte, poussé par les nationalistes, était en partie motivé par le comportement récidiviste des prisonniers palestiniens de l'accord Shalit. Aujourd'hui, le Hamas exige leur libération comme préalable à toute discussion au sujet des 2 Israéliens, l'un bédouin, l'autre éthiopien, qu'il retient dans la bande de Gaza. Alors, cette politique d'échange de prisonniers doit-elle être abandonnée? On va en parler avec 2 invités. Bonsoir Laurent Siget, membre du parti Yeshatid. Bonsoir à vous. Amir Badran, vous êtes avocat à Yafo. Est-ce que, Amir Badran, c'est la preuve justement que cette politique a échoué, que justement on ait vu ces prisonniers palestiniens récidiver lorsqu'ils ont été remis en liberté? Ah non, je ne pense pas. Il faut comprendre que quand on parle de la libération de prisonniers, on est en train de parler d'une pratique. C'est des choses qu'on voit souvent sur la scène internationale, non pas uniquement dans le conflit israélo-arabe, mais en fait dans le monde entier, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit un peu partout, quoi. Donc ces échanges-là, c'est quelque chose qui souvent font partie d'une certaine tactique. Et il faut comprendre qu'il y a souvent des considérations internes et externes des États qui sont mêlés, qui sont concernés. C'est-à-dire que souvent, les États sont poussés à faire ces échanges quand il s'agit, en fait, ça fait partie des pourparlers entre deux parties qui sont en conflit. Et une des actions qui est bien demandée, c'est les échanges de prisonniers, de soldats ou de dépouilles. Il faut comprendre qu'il s'agit aussi d'une tactique qui est reconnue à l'ONU, c'est-à-dire qu'en fait, cette tactique-là, on la voit souvent, on fait référence à l'ONU, souvent on demande l'hospice, que l'ONU soit là en train de superviser tout ça. Souvent ces tactiques-là sont données, sont faites par des phases différentes, c'est-à-dire que récemment, il y a un an, on a vu que les accords entre les Israéliens et les Palestiniens étaient sous 4 phases de libération de prisonniers. Les pays des fois respectent, des fois ils respectent la moitié pour parler des accords, et puis à un moment donné, quand il y a la 4e phase, un des partis refuse de continuer. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs en 2014, lorsque la 4e phase a été presque abandonnée par le gouvernement israélien. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, on est en train de parler d'âmes, des êtres humains. Peu importe de quel côté on soit, quand on parle de prisonniers, même les prisonniers ont un statut. Ce statut-là, il est fixé par les lois internationales et ils ont le droit d'être respectés en tant que prisonniers.
J'ai un peu du mal à réagir vis-à-vis de ce reportage qu'on vient de voir avant que l'on participe, parce qu'en fait, on a l'impression de voir juste une seule partie de l'image. On voyait dans ce reportage-là le côté israélien vraiment souffrant et être attaqué, mais il manque quand même aussi le côté palestinien qui a vécu des choses beaucoup plus atroces. Et quand on parle de récidivistes, quand on parle de prisonniers, il faut comprendre qu'on est en train de parler de deux côtés déséquilibrés. On parle de soldats israéliens, mais en même temps on parle de résistants palestiniens. C'est-à-dire que... on va continuer là-dessus, Laurent Siget. Ce dont parlait Amir pour la fin d'un conflit, un échange de prisonniers, c'est tout à fait juste si le cas s'appliquait à deux armées ennemies qui ont fait la guerre. Lorsqu'il y a eu la guerre de 73 ou la guerre de 67 et qu'après on a fait des échanges avec les Égyptiens, il n'y a pas eu de problème. Ici, nous ne parlons, ça ne s'applique pas du tout au cas auquel nous faisons face. Le cas auquel nous faisons face, ce sont une armée de type régulière face à une organisation de type terroriste. Moi, je pense qu'il faut absolument arrêter de libérer des prisonniers, certainement contre des dépouilles, mais même pour libérer des personnes vivantes, il faut que la société israélienne, moi j'étais opposé à ce qui s'est passé à Gilad Shalit. Je crois que la société israélienne souffre du syndrome de la mère juive. C'est-à-dire que la société israélienne préfère qu'on sacrifie beaucoup de choses pour libérer un soldat plutôt que le soldat se sacrifie pour la population. Le but d'une armée en général, partout dans le monde, sauf en Israël, il faut le dire, c'est que la population, l'armée se sacrifie pour la population civile. Ici, comme nous avons une armée de type un peu spécial, puisque en fait ce sont nos enfants. Moi, ma fille, dans 2 mois, elle va à l'armée. Ce sont nos enfants qui sont des soldats. Donc, ce ne sont pas des soldats de type de soldats de carrière, ce sont des soldats qui sont en fait nos enfants. Ce qui fait qu'il y a une certaine problématique dans cette donne. Parce que le côté palestinien sait très très bien que pour récupérer un Gilad Shalit, on libère 1027 Palestiniens, alors que si vraiment une fois pour toutes, je crois que la société israélienne doit arrêter de considérer que le soldat est plus important que le civil, mais qu'il faut protéger. Finalement, on a libéré 1027, on a libéré Gilad Shalit et on a 6 morts. Donc en fait, ça ne préserve pas une vie, on en sacrifie d'autres potentiellement. Ce qu'il faut faire, c'est avoir un vrai débat au sein de la société israélienne et se dire une fois pour toutes que le prix que nous sommes prêts à payer pour un soldat, c'est un terroriste. Pas 1027, pas 500, pas 10 000. Maintenant, plus largement, si nous arrivons à régler la question palestinienne de façon durable et de façon définitive, moi je suis pour qu'on libère tous les prisonniers. Mais à ce moment-là, cela fait partie d'un accord global, qui fait partie d'un accord de type régional, avec tout le monde dedans. Alors il n'y a pas de problème, on peut libérer tous les prisonniers du côté palestinien et les prisonniers juifs qui ont commis des attentats, il y en a aussi de ce côté-là. Donc c'est un package deal qui doit se faire au moment où l'on arrive à un accord global. Mais libérer le système du saucisson où chaque fois on coupe une tranche, ça ne va plus. Ça ne va plus. Et ce n'est pas seulement parce que ce sont des colons. Moi, que ce soit des colons ou des gens à l'intérieur de la ligne verte, ça ne change rien. On ne peut plus libérer. Il faut une fois pour toutes, si une fois pour toutes, la gauche, la droite, les partis gouvernementaux disent et se mettent tous d'accord qu'à partir du moment où un soldat est enlevé, il sera libéré contre un seul terroriste. Et que si le côté d'en face le sait une fois pour toutes, il n'y aura plus de négociation. Mais ils savent parce que ce sont nos enfants et qu'il y a toujours dans chaque mère juive quelqu'un qui est prêt à faire tout pour que son fils soit libéré. Et je le comprends. Mais le but ici, ce n'est pas de voir, il ne faut pas voir simplement au cas par cas, il faut voir ce qu'on appelle the big picture. Et il faut savoir que finalement, lorsqu'on libère 1027 personnes pour en sauver un, eh bien nous avons eu 6 morts en contrepartie. Je pense que vous avez un peu tort, Laurent, parce qu'en fait, je ne prétends pas avoir tout le temps raison. Je pense que là, vous avez un peu trop tort, parce qu'en fait, vous pouvez pas prendre les deux côtés sur le même pied. Il y a une inégalité totale. Quand vous parlez des arrestations et des nombres des prisonniers qui sont libérés palestiniens face au nombre de soldats israéliens, il faut comprendre que les Palestiniens n'ont pas une armée régulière, comme vous le venez de dire, mais quand ils n'arrivent pas, ils n'ont pas les chars, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les... Non, mais laissez-moi terminer. Ils n'ont pas besoin d'appliquer les lois internationales. Donc vous pouvez comprendre qu'ils ne peuvent pas arrêter le même nombre de... Ils sont capables de faire des choses beaucoup plus graves qu'une armée. Mais lorsqu'ils résistent, leur manière de résister, c'est d'enlever des soldats.
c'est une autre question si c'est bien ou c'est pas bien. La question de moralité, c'est autre chose. Mais là, il faut comprendre qu'on ne peut pas mettre les deux sur le même pied d'égalité. Le deuxième point que vous devez comprendre, que même les résistants palestiniens, ils ont une mère et un père. Et c'est leurs enfants les gens de Daesh, ils ont une mère et un père, ça ne les empêche pas de commettre des crimes. Et ça ne change en rien, ça ne change en rien. Que ce soit palestinien ou israélien, les gens qui commettent des crimes aujourd'hui, quand ils sont sans l'aide ou quand ils se... Les gens qui partent de France et de Belgique et qui vont aujourd'hui commettre des crimes au nom de Daesh. Permettez-moi. Ils ont de la famille à Strasbourg, ils ont de la famille à Bruxelles. Ce sont des gens qui sont des... Non, c'est le même sujet. Des pères et des mères, tout le monde a un père et une mère. Pour être arrivé dans ce monde, il faut avoir un père et une mère. Il faut comprendre qu'il y a une pratique d'arrestation au sein du gouvernement israélien, d'une pratique d'arrestation administrative, c'est-à-dire que de nombreux gens qu'on considère des prisonniers palestiniens en fait sont dans les prisons israéliennes sans vraiment savoir de quoi ils sont accusés, sans avoir le droit, sans savoir qu'ils ont le droit, ils n'ont même pas le droit de venir devant un juge, de paraître devant un juge pour savoir de quoi ils sont accusés. La majorité des fois, ils ont même pas la possibilité d'avoir un avocat. Le cas de ceux qui ont été libérés ici. Les gens de Hamas. Les gens qui sont libérés ici ne font que peut-être 1 ou 2% des prisonniers qui existent. Les 150 récidivistes. Parlons des chiffres. Il faut simplement parlons des chiffres. Parlons des chiffres. Nous avons libéré 1027, il y a eu 150 récidivistes. Ça fait 16% du total. 16% du total, c'est beaucoup. Ça veut dire effectivement qu'il y en a 850 qui ne sont pas revenus au terrorisme. C'est probablement les plus vieux. Vous n'avez pas les chiffres du côté israélien avec le massacre. Non, mais vous savez très bien que la différence. Donc là, vous n'êtes pas en train de le montrer. Je ne suis pas un homme de droite ou d'extrême droite. Je ne suis pas un grand fan de la politique de Netanyahou. Néanmoins, vous savez très bien que lorsque vous voulez faire un deal avec un gouvernement israélien, quel qu'il soit, et que vous tenez votre parole, le gouvernement israélien, quel qu'il soit, tient sa parole. Ce n'est pas le cas. On va parler du 4 avril 1914, où il y avait la quatrième, où Israël, elle a décidé de. Je parle pas de négociation. Je parle d'entente entre. Non, mais ça c'était une entente. Il devait y avoir encore 104 prisonniers qui étaient incarcérés, qui devaient être sortis. Ça, c'est de la négociation politique. Je parle pas de ça. Non, là, il y avait un accord. Même Jean Kerry, il était très fâché contre le gouvernement israélien qui n'a pas respecté, qui n'a pas tenu ses paroles. Non seulement ça, mais l'armée israélienne est en général un facteur modérateur au sein du gouvernement. C'est en général le contre-espionnage israélien qui demande plus d'arriver à l'accord avec les Palestiniens et plus l'armée que les politiques. Du gouvernement israélien, lorsqu'il s'agit d'un citoyen israélien d'origine éthiopienne. Récemment, on a entendu parler dans les informations israéliennes qui a été enlevé à Gaza. Il s'appelle Avra. Lui, puisqu'il était d'origine éthiopienne, personne n'en parle, personne n'en veut, personne ne dit. On en parle parce qu'il y a eu une émeute contre ça, il y a eu un gros problème. Vous avez tout à fait raison. Par contre, quand il s'agissait de Gilad Shalit, d'origine française d'ailleurs, alors là, c'était tout de suite Gilad Shalit était un soldat. C'est ce que je viens juste d'expliquer à 2 minutes. Gilad Shalit était un soldat qui était un soldat israélien. Alors le soldat vaut plus d'un citoyen israélien juif. Non, c'est pas une question de juif ou arabe. Dans la société israélienne, le soldat vaut dans l'esprit des gens toujours plus que le civil. Il y en a qui valent plus, dites-le. Non, il n'y a personne qui vaut plus. Si vous êtes soldat, ça n'a pas d'importance qui vous êtes, de quelle couleur vous êtes, de quelle origine. Mais d'abord, on ne savait même pas qu'il était soldat ou pas. D'abord, on ne voulait même pas en parler de lui. Il y a eu un représentant du gouvernement qui était allé chez eux pour les menacer si jamais ils osaient d'ouvrir la bouche que leur enfant... Nous avons tous entendu ce qu'a dit le responsable des disparus à la famille. C'était une honte. D'ailleurs, c'est pour ça que l'opinion publique s'est soulevée. Parce que c'était un noir, il faut le dire. Il faut le dire. C'est possible. On termine sur cette histoire de Shalit. Pour vous, est-ce que c'est une stratégie qui est payante ou pas de réclamer des Palestiniens en échange de dépouilles de soldats israéliens? Est-ce que les Palestiniens ont raison d'assister? Est-ce que la preuve qu'il y a eu des récidives montre que c'était un échec? Non, moi je pense que le bilan montre, malheureusement, je le dis, malheureusement, que pour avancer dans les pourparlers, dans les négociations entre les deux côtés belligérants, apparemment il n'y a que la force que les côtés comprennent. C'est ce que dit l'extrême droite. C'est ce que dit l'extrême droite. Ça me rend dingue. C'est exactement l'argument de l'extrême droite. Les Arabes ne comprennent pas la force.
Les Arabes ne comprennent que la force. Les deux extrémités qui parlent de la même langue. Et ce qui a été démontré, et là je suis encore très mécontent, c'est que le problème c'est quand le Hamas arrive à enlever des soldats, c'est vrai que là on négocie avec eux, on arrive à faire libérer des soldats, alors que quand on est en train de parler d'une autre, la diplomatie et des pourparlers avec le côté palestinien qui essaye de faire ça d'une manière correcte et polie et diplomatique, eh ben ça marche pas. Alors ce qu'on comprend sur la scène internationale, c'est que quand on applique plus de force, apparemment ça paye plus. Un mot là-dessus. Malheureusement, sur ce point-là, et uniquement sur ce point-là, je suis d'accord avec Amir. Malheureusement, lorsque les gens veulent venir à la table de négociation, le gouvernement israélien, visiblement, n'a pas beaucoup envie de faire avancer les choses. Et lorsqu'il se passe des choses de type sécuritaire, là, tout d'un coup, tout le monde se réveille. Malheureusement, sur ce point-là, nous sommes d'accord. Merci à Laurent Siget, merci Amir Badran, merci à tous les deux. On revient à présent sur les obsèques émouvantes qui ont eu lieu ce matin à Nice, celle du pilote de Formule 1, Jules Bianchi, âgé de 25 ans. Il est décédé, on s'en souvient, après avoir passé plusieurs mois dans le coma suite à un accident lors du Grand Prix du Japon. Joseph Emmanuel. Les visages sont fermés ce mardi matin. Ils sont nombreux venus dire adieu à Jules Bianchi. Des obsèques au sein de la cathédrale Sainte-Réparate à Nice. 2 portraits du jeune Français en combinaison de course accueillent famille, anonymes et pilotes. Alain Prost ou Lewis Hamilton sont présents. Le jeune pilote français s'est éteint vendredi soir. Il était plongé dans le coma depuis 9 mois, depuis son accident lors du Grand Prix du Japon. Le cercueil est entré dans la cathédrale, porté par de jeunes pilotes, ses frères de course, comme le dira le père Sylvain Brison. Le prêtre a parlé d'une mort profondément injuste et a rappelé la profondeur et l'humilité du jeune champion. Christian Estrosi, le maire de Nice, et Thierry Braillard, le secrétaire d'État au sport, ont également pris part à cette cérémonie, voulue très intime par la famille du pilote. Seuls les proches ont pu entrer dans la cathédrale. Sur l'esplanade, à l'extérieur, une centaine de personnes sont venues rendre un dernier hommage à Jules. À la fin de la cérémonie, le cercueil est porté par des stars de la Formule 1. On reconnaît Romain Grosjean ou encore Felipe Massa. Issu d'une célèbre famille du sport automobile, il était le petit-fils de Mauro Bianchi et le petit-neveu de Lucien Bianchi, 2 pilotes qui se sont illustrés tout au long des années 60 sous les couleurs de la Belgique. Le 5 octobre 2014, au 43e tour de course du Grand Prix du Japon, sous une pluie battante, Jules Bianchi percute une dépanneuse. Les circonstances de l'accident créent une forte polémique. C'est le premier accident mortel survenu en course lors d'un Grand Prix de Formule 1 depuis le Grand Prix de Saint-Martin en 1994 et la mort d'Ayrton Senna. Traumatisé mais prêt à remonter sur sa planche, le triple champion du monde de surf Mike Fanning s'est exprimé pour la première fois aujourd'hui après avoir échappé à un requin en direct lors d'une compétition de surf. C'était dimanche en Afrique du Sud. Julia Ganancia. Les images sont terrifiantes. Mick Fanning attend patiemment la vague durant les premières minutes d'une compétition internationale lorsqu'un aileron surgit derrière lui. Le triple champion du monde se débat, mouline avec ses pieds, mais le requin parvient à le faire basculer. Il nage alors à perdre haleine. Des vagues font disparaître le surfeur du champ de vision des caméras. Il est bien vivant et des scooters de l'encadrement finissent par le récupérer. Sa mère, qui regarde la compétition en direct en Australie, croit perdre son 2e fils. Je me suis levée en sursaut et j'ai couru vers la télévision. J'arrivais pas à en croire mes yeux. La seule pensée qui m'est venue, c'est qu'il fallait que je le sorte de là. Comme un enfant, vous savez. Vous ressentez le besoin de le sortir de l'eau? Mais bien sûr, ce n'était pas réaliste, même si c'était mon premier instinct de le sortir de là. La vidéo de l'attaque postée sur YouTube a été vue plus de 13 millions de fois et commentée à l'envi sur Twitter. Sous le choc, l'actuel numéro 2 mondial a laissé entendre juste après l'attaque qu'il n'était pas sûr de reprendre la compétition. Mais ce mardi, il choisit finalement de ne pas raccrocher. Le surf m'a tellement apporté, ainsi qu'à ma famille. Il m'a permis de surmonter les épreuves les plus douloureuses de l'existence. Alors tourner le dos au surf, ce ne serait pas le bon choix. Le surfeur a perdu son grand frère, promis à une grande carrière sur le circuit mondial de surf dans un accident de voiture en 1998. L'ascension de Mick Fanning reste fortement marquée par sa mémoire. Mais le champion aux 17 victoires est prêt à se jeter de nouveau à l'eau à Jeffreys Bay, au lieu de surf sur la côte sud-africaine, là où il a échappé aux requins.
Une découverte archéologique majeure à présent, la plus importante depuis celle des manuscrits de la mer Morte. Les services israéliens ont réussi à décoder un ancien rouleau sacré qui donne de précieux renseignements sur la vie juive il y a 1500 ans. Reportage Maël Benoliel. À première vue, des cendres, voire du charbon, rien en tout cas qui laisse présager qu'il s'agit là d'un parchemin. Encore moins d'un parchemin en hébreu complètement calciné, vieux de 15 siècles. Et c'est cet archéologue qui a mis la main dessus le premier il y a 45 ans lors de fouilles de ruines d'une synagogue d'En-Gedi sur les bords de la mer Morte. À l'époque, nous avons entre autres retrouvé dans ces couches de ruines quelque chose de cylindrique. Après l'avoir nettoyé avec précaution, nous avons découvert que c'était un parchemin brûlé, l'extérieur étant bien plus brûlé que sa partie intérieure. L'extérieur était impossible à exploiter à cause du feu, mais il restait quelque chose dans l'intérieur, mais nous ne savions pas quoi. Nous avons réalisé des expériences au moment de la découverte pour savoir de quoi il s'agissait, mais ces expériences ont toutes échoué. Car en 1970, aucune technologie ne permet de déchiffrer ce que contient ce parchemin brûlé, qui est alors conservé par l'autorité des antiquités d'Israël. Mais il y a quelques mois, une compagnie israélienne se porte volontaire pour utiliser son microscanner. Nous avons d'un côté un émetteur de rayons X et de l'autre un récepteur et un détecteur qui tourne autour de l'objet pour le scanner, en l'occurrence un rouleau de parchemin. Ce scanner prend des centaines de photos en 2 dimensions et cela enregistre tout ce qui se trouve à l'intérieur du rouleau et même les textes qui se trouvent écrits sur le parchemin en lui-même. Une sorte de radiologie médicale au service de l'archéologie. Les résultats sont alors envoyés à l'université du Kentucky où le professeur Brent Seals a mis au point un logiciel d'imagerie digitale qui permet de fournir les premières images lisibles de ce parchemin. Et le résultat est inattendu pour le Dr Shore et son équipe puisqu'il révèle que le texte correspond aux 8 premiers versets du Lévitique, 3e des 5 livres qui composent la Bible hébraïque. C'est ce qui est vraiment amusant. On utilise la technologie la plus avancée pour étudier les plus anciens objets façonnés par l'homme. Mais au-delà de ça, notre travail est avant tout un travail de préservation, de recherche et d'analyse, car ces manuscrits sont très importants pour l'histoire de la civilisation occidentale. Une découverte qui permet de combler un grand vide entre les manuscrits de la mer Morte vieux de plus de 2000 ans et le codex d'Alep, plus ancienne version connue de la Torah, écrite au 9e siècle de notre ère. Déchiffrer un parchemin brûlé vieux de 1500 ans, c'est désormais chose faite. Il semblerait bien que même en archéologie, la technologie rend l'impossible possible. C'est l'un des jeux de société les plus connus au monde, le Scrabble, le jeu où les lettres peuvent compter double ou triple, avec d'ailleurs les propres championnats du monde de ce jeu, qui vient d'ailleurs de couronner. C'est une surprise. Un Néo-Zélandais qui ne parle pas un mot de français et qui est pourtant champion du monde de Scrabble en français. Léa Volbert. Nigel Richards a près de 50 ans, il est néo-zélandais et comme des milliers d'autres néo-zélandais, il ne parle pas un mot de français. Seulement lui est champion du monde de Scrabble francophone. Il s'est imposé en 3 manches lundi 20 juillet face au Gabonais Chili Kilagu Rekawe à Louvain en Belgique. C'est son 3e titre de champion du monde de Scrabble. Les 2 précédents étaient en anglais en 2007 et 2011. Il y a précisément 9 semaines, Nigel Richards décide de se lancer dans la lecture assidue de l'officiel du Scrabble, le dictionnaire de référence des joueurs. Pas un mot ne lui échappe, pas un sur les plus de 65 000 qui composent ce dictionnaire. Parmi ceux qui lui ont permis de remporter la finale, le verbe miauler, mais aussi l'adjectif anatrope, qui se dit d'un ovule végétal entièrement renversé. Il a également choisi de dégainer l'imparfait du subjonctif du verbe énouer pour porter le coup final à son adversaire, que j'énoisse, que tu énoisses, qu'il énoie. Fort de ce prix de champion mondial de Scrabble francophone, Nigel Richards est toujours incapable de formuler une phrase en français. Il a dû faire appel à un traducteur pour son discours de remerciement. La médecine à présent est un premier cas mondial de rémission observé chez une patiente porteuse du virus du sida depuis sa naissance. Explication, Léa Berdugo. La jeune fille est présentée comme un cas exceptionnel, un cas inédit. Infectée par le VIH par sa mère durant sa grossesse, elle a été sous antirétroviraux jusqu'à 6 ans. Elle a ensuite stoppé son traitement et est en rémission depuis 12 ans. C'est très intéressant parce que c'est la première fois qu'on découvre ça chez une
personnes nées de mères séropositives, donc infectées dans la petite enfance. Voilà, c'est en ça que le cas est différent. C'est différent aussi de ce que les Américains avaient rapporté. Car la rémission avait également été constatée sur un cas aux États-Unis, surnommé bébé Mississippi. L'enfant avait connu une rémission de plus de 2 ans avant une rechute, mais elle n'avait été traitée que quelques mois et non plusieurs années, comme c'est le cas ici. Ce premier cas mondial suscite encore des interrogations chez les chercheurs. Pour certains, l'explication est liée au fait que le traitement a été donné précocement au moment de la primo-infection. C'est-à-dire que le système immunitaire est complètement protégé par ce traitement. Il y a une première partie d'immunité, on appelle l'immunité innée, c'est l'immunité non spécifique, les premières défenses, qui sont finalement très importantes dans l'infection à VIH, qui ont bien été protégées et qui ont permis le développement progressif des défenses spécifiques anti-VIH. Ces résultats suscitent beaucoup d'espoir et vont dans le sens d'un traitement précoce de la maladie. Les recherches portent sur un vaccin préventif et un vaccin thérapeutique. Paris accueillera à la fin de cette année un important sommet mondial sur l'environnement. Et pour préparer ce sommet, des autorités morales du monde entier sont venues aujourd'hui à Paris pour interpeller les consciences. Ariane Ménage. À 4 mois de l'ouverture de la 21e conférence des Nations Unies sur le climat, les discussions débutent dans la capitale française. De son côté, Laurent Fabius prépare la conférence au niveau diplomatique. Il a réuni en début de semaine 40 ministres pour faciliter l'adoption d'un accord mondial en décembre. L'enjeu, limiter les émissions de gaz à effet de serre pour maintenir le réchauffement climatique sous la barre des 2 degrés. Un accord sur le climat signifie renoncer à utiliser 80% des ressources d'énergie fossile facilement accessibles dont nous disposons encore. Nous pouvons le vivre comme une contrainte, c'en est une, mais aussi comme une opportunité. Une autre réunion se tenait sous l'égide de Nicolas Hulot, le sommet des consciences pour le climat. Une réunion des personnalités engagées dans la lutte contre le réchauffement climatique. De Kofi Annan à Albert de Monaco, une quarantaine de personnalités ont pris la parole. Si nous n'agissons pas immédiatement pour tenter d'arrêter et d'inverser les tendances climatiques actuelles, mon petit-fils vivra dans un monde dont la température moyenne pourrait être bien supérieure à celle que j'ai connue quand j'étais enfant. Les scientifiques confirment aujourd'hui que le trou de la couche d'ozone se rebouche lentement, ce qui signifie que le changement est possible, si tant est qu'il y ait une volonté politique pour l'appuyer. Après les précédents échecs des conférences internationales sur le climat, de nombreux problèmes persistent. Le texte des négociations est encore très vague, la différenciation entre pays développés et pays en développement n'a pas été réglée. L'optimisme a du mal à se faire sentir dans la capitale parisienne. On va se retrouver dans 10 minutes pour parler du mouvement BDS. 10 ans qu'il a été mis en place pour appeler au boycott d'Israël. Et on parlera justement de ces juifs qui le soutiennent. Juste après le journal de Sarah Gaudron. La suite du Grand Direct. Il y a tout juste 10 ans a été lancé le mouvement BDS qui vise à organiser le boycott d'Israël à travers le monde en soutien à la cause palestinienne. On va s'interroger ce soir sur les buts que poursuit justement ce mouvement antisémite ou pro-palestinien uniquement, des questions qui sont soulevées ces jours-ci. Et puis on s'interroge également sur ces membres de communautés juives à travers le monde qui soutiennent précisément BDS. C'est un reportage de Julien Baloul. Aux États-Unis, les conférenciers israéliens sur les campus commencent à avoir l'habitude. Presque systématiquement, des pro-palestiniens perturbent leurs interventions. Et contrairement aux idées reçues, certains de ces militants sont juifs. Brandon et Candace sont 2 d'entre eux. Ils sont étudiants dans de prestigieux établissements et issus de la bourgeoisie américaine. Ils appartiennent à l'organisation JVP, Jewish Voice for Peace, qui appelle au boycott d'Israël. Et pour eux, il n'y a rien de contradictoire. Mon identité juive est liée à la justice, à la liberté et à l'égalité. Souvent, j'ai eu du mal à connecter cette identité juive à Israël. Ces jeunes sont en colère et engagés contre l'État d'Israël. Le Hamas existe à cause d'un système d'oppression et de répression mis en place par l'État d'Israël. Leurs opposants, eux, critiquent ce qu'ils affirment être des doubles standards. Dans cette vidéo publiée sur le site de JVP, ils font par exemple irruption dans les bureaux des amis de Tsahal pour lire les noms des Gazaouis tués lors de la dernière guerre, y compris
les noms des chefs terroristes du Hamas. En revanche, les noms israéliens de victimes, civiles ou militaires, sont passés sous silence. Du gouvernement américain, ils ont une exigence fondamentale, cesser le soutien militaire à Israël. Les financements accordés à l'Égypte, à l'Arabie Saoudite et à l'Afghanistan, eux, ne sont pas remis en cause, même si ces pays ne sont pas des démocraties et encore moins respectueux des droits de l'homme. Et si certains mouvements pro-palestiniens appellent à ne pas acheter de biens israéliens produits en Cisjordanie, ces militants vont plus loin et exigent un boycott général de l'État juif. Il serait absurde dans l'état actuel des choses de faire la différence entre l'économie de l'occupation et l'économie d'Israël. Il n'y a pas de différence. Les critiques ne s'arrêtent pas à l'économie. Elles concernent l'existence même d'Israël en tant qu'État juif, pourtant garanti par la résolution 181 de l'ONU de 1947. Ces militants veulent un autre Israël. Ce serait la fin d'un Israël juif raciste, la fin d'un Israël qui privilégie les juifs au détriment des autres citoyens. Les critiques de la partie palestinienne sont plus rares, même contre le Hamas, une organisation classée sur la liste des organisations terroristes de l'Union européenne et des États-Unis et dont la destruction de l'État d'Israël est un but affiché, de même que ses fréquentes diatribes antisémites. Je pense que le Hamas est une organisation très variée. Plusieurs de ses bureaux respectent les frontières de 1967. Depuis quelques mois, Israël s'inquiète du phénomène du boycott académique. En un an, le nombre d'antennes locales du JVP est passé de 40 à 65 sur les campus américains. Et à en croire les responsables du mouvement, les militants juifs soutenant le BDS sont de plus en plus nombreux. Le JVP est une organisation juive qui a le vent en poupe et cela prouve que le nombre de juifs américains soutenant le BDS ne cesse de croître. Les États-Unis étant le principal allié de Jérusalem, une perte de légitimité de l'État juif au sein de la population américaine serait dramatique pour Israël. Alors, on va parler de BDS, on va parler donc de ces militants juifs qui soutiennent également le BDS. On en parle avec vous. Michel Warschawski, bonsoir. Merci d'être là. Vous présidez le Centre d'information alternative et vous êtes un soutien affiché du BDS en Israël. Bonsoir Emmanuel Navon, professeur de relations internationales à l'Université de Tel Aviv. Alors, Michel Warschawski, ce qu'on vient de voir là, finalement, c'est vrai que ça peut surprendre de voir que des militants juifs soutiennent ce mouvement dont les buts en tout cas ne sont pas toujours très clairs. Est-ce que c'est un mouvement qui est pro-palestinien, BDS, ou est-ce que c'est un mouvement qui va jusqu'à nier l'existence d'Israël ? C'est un mouvement très large d'abord, très large en ce sens qu'il y a, et pas du tout centralisé. BDS c'est plus un slogan, plus un label qu'une organisation, c'est pas un mouvement. Et on peut trouver tout, y compris des tendances malsaines, je dirais, que je n'aimerais pas rencontrer à côté de moi. Mais d'une façon générale, BDS est un mouvement que moi je définis comme un mouvement qui vient aider Israël. Aider Israël parce que ce qu'il y a de pire pour un individu comme pour un État, c'est l'état d'impunité. Comme père, comme grand-père, je sais, il faut parfois sanctionner pour que la personne sanctionnée, ça peut être mon petit-fils, ça peut être un État, revienne quelque part dans le droit chemin. Je ne voudrais pas qu'Israël découvre la réalité, que ma société découvre notre propre réalité le jour où on se fracassera dans le mur. Je veux qu'on nous alerte avant. Et notre rôle ici en Israël, nous avons boycott de l'intérieur, nous l'appelons, n'est pas de nous auto-boycotter, ça n'a aucun sens. Notre rôle est de dire cet appel à des sanctions, et pour moi dans BDS, ce qui est important, c'est le S. S'il y avait un S, s'il y avait des sanctions internationales, si on nous mettait à notre place quand il le faut, on n'aurait besoin ni de B ni de D. C'est parce que la communauté internationale faillit à sa responsabilité pour faire respecter le droit international, pas seulement ici, il ne faut pas se tromper, pas seulement ici, et à des doubles, triples, quadruples standards que la société civile appelle à montre du doigt, je dirais, quelque part, Israël en disant si vous vous conduisez comme un État voyou, vous serez traité comme un État voyou. Alors, Manuel Navon, c'est un mouvement dont on a du mal parfois à cerner le véritable but, ce mouvement BDS. Pour vous, est-ce qu'il est clair ou pas ? Bien sûr. Il suffit d'écouter son fondateur principal, Omar Barghouti, qui a donné une interview le mois dernier au magazine, au site internet 972, dans lequel il dit très clairement que son but ultime, entre parenthèses, Omar Barghouti, qui mène la campagne du BDS, est également étudiant à l'université de Tel Aviv, le seul pays du Proche-Orient où il a cette liberté d'expression, je ferme la parenthèse. Mais il a dit clairement dans cette interview que le but ultime du BDS,
c'est de mettre en place ce que les Palestiniens appellent le droit au retour, ce qui signifie le don de la citoyenneté israélienne aux 5 millions des descendants des réfugiés arabes de 1948, ce qui est bien entendu incompatible avec une solution de 2 États. Et la solution de 2 États et la paix, ce n'est pas le but, bien entendu, du BDS. Le but du BDS, c'est un État binational avec une majorité arabe. C'est ce que dit Barghouti et la plupart des militants du BDS. Et encore une fois, si c'était la paix qui les intéressait, eh bien, il faudrait regarder à l'histoire de ce conflit et se souvenir qui, ces 20 dernières années, ces 80 dernières années, ne cesse de repousser les propositions de compromis. Comme si Israël n'avait jamais mis de propositions sérieuses sur la table, comme si Israël n'avait jamais fait de compromis, alors que ce sont les Palestiniens, historiquement, factuellement, qui ne cessent de repousser depuis la commission Peel de 1937, en passant par la résolution de l'ONU qu'a rappelé votre reportage en 1947, et bien entendu la proposition de Ehud Barak à Yasser Arafat en 2000, celle d'Ehud Olmert en 2008, et à chaque fois, le leadership palestinien a rejeté ces propositions de compromis à cause de ce qu'ils appellent le droit au retour, encore une fois, dont le but est de transformer Israël en un État binational et qui est par conséquent incompatible avec une solution de 2 États. C'est ça le véritable visage du BDS, c'est ça son véritable but, et comme on l'a vu également dans votre reportage, c'est la remise en cause du droit du peuple juif à l'autodétermination. Maintenant, critiquer la politique d'un pays et vouloir faire pression sur un pays, c'est parfaitement légitime. Mais ça n'est pas, encore une fois, ce que veut faire BDS. Et la preuve en est que vous ne voyez pas ces mouvements de boycott, de désinvestissement dans d'autres endroits au monde où là, il y a de véritables tragédies humanitaires. Le Soudan, la Corée du Nord, enfin, la liste est très longue. Si ces gens s'intéressaient véritablement aux droits de l'homme, ils boycotteraient l'occupation de Chypre Nord par la Turquie, du Sahara occidental par le Maroc. La liste est très très longue. Non, ils ont une obsession avec Israël et ils le reconnaissent, la plupart, qu'ils remettent en cause, ils n'acceptent pas le droit du peuple juif à l'autodétermination. Alors, Michel Warshawski, est-ce que vous avez l'impression, vous, d'œuvrer finalement en faveur de ceux qui ne veulent pas reconnaître l'existence d'Israël en étant soutien de ce mouvement BDS ? Non, pas du tout. Pas du tout. Et c'est la raison pour laquelle j'insiste, lorsque je participe à des actions ou des initiatives sous ce label BDS, je suis là en tant qu'Israélien, en tant que juif israélien, quelqu'un qui est de ce pays, qui aime ce pays, qui se fait beaucoup de soucis pour ce pays. C'est là, comme dit, où vivent mes enfants, mes petits-enfants. Et je ne me suis jamais positionné. Et je m'énerve lorsqu'on me positionne dans un camp anti-israélien ou même pro-palestinien. Ce n'est pas un match de football. Mais pourtant, c'est interdit. C'est un mouvement qui est interdit dans plusieurs pays occidentaux. L'appel au boycott d'Israël, comme tel, est interdit dans plusieurs pays occidentaux. Effectivement, la question est de savoir ce que cela signifie. Dans certains pays, c'est identifié, comme en France, par exemple, dans certaines jurisprudences, à appel à la discrimination raciale, mais il y a quelque part quelque chose de profondément hypocrite. Je me souviens comme enfant, dans la famille juive religieuse dans laquelle j'ai grandi, on boycottait l'Espagne de Franco. On a boycotté, j'étais un peu plus grand, la Grèce des colonels. On n'allait pas en vacances, par exemple en Espagne. C'est totalement faux de dire c'est un cas particulier uniquement contre Israël, à propos d'Israël, l'Afrique du Sud. C'est l'exemple facile. Nous nous inspirons effectivement du mouvement de boycott, de désinvestissement et de sanctions qui s'est développé, surtout dans les années 60, à partir des années 60, par rapport à l'Afrique du Sud. Sans faire de comparaison, chaque réalité a ses spécificités, mais effectivement, il y a une responsabilité internationale, une responsabilité de la communauté internationale, et si elle faillit, des sociétés civiles internationales, de faire appliquer, d'exiger qu'on applique le droit, et le même droit pour tous. Alors, que se collent au mouvement BDS, je l'ai dit, des mouvements et des personnalités que je n'aime pas côtoyer, que je ne veux pas voir à mes côtés, c'est une évidence. Mais ça, on l'a vu dans tous les combats, savoir utiliser soi-disant les droits de l'homme pour mettre en avant une politique qui est souvent xénophobe ou raciste. Manuel Navon. Encore une fois, ce n'est pas qu'ils viennent se coller. Le fondateur même du mouvement, Omar Barghouti, le dit lui-même. Il conteste le droit du peuple juif à l'autodétermination, même dans les lignes d'avant 67. C'est-à-dire qu'il conteste le droit du peuple juif à avoir son État-nation, même dans les lignes d'avant 67. C'est quand même le fondateur du mouvement, on ne peut pas l'ignorer. Le fondateur du mouvement
j'aime pas cette paternalité. C'est la façon dont il se définit. Et c'est lui c'est un des fondateurs principaux du mouvement. Maintenant, ce n'est pas le seul. La plupart, peut-être pas vous, je ne sais pas, mais la plupart des militants du BDS contestent. Vous parlez de droit international. Le droit qui est reconnu par le droit international du peuple juif à l'autodétermination dans quelques frontières que ce soit. Et n'oublions pas également, j'en ai parlé mais je le répète, vous parlez de l'Afrique du Sud. Le régime de l'Afrique du Sud refusait tout compromis. Israël n'a cessé de faire des compromis ces 20 dernières années. Alors ensuite, vous pouvez dire, a trop proposé, pas suffisamment proposé, mais Israël ne cesse d'essayer d'avoir un compromis et les Palestiniens ne cessent de le rejeter sur la base du droit au retour. Or, le droit, ce qu'ils appellent le droit au retour, bien entendu, qui lui, entre parenthèses, n'est pas reconnu par le droit international, je peux vous le prouver, est incompatible avec un modèle de 2 États. Et par conséquent, dire, ah oui, on va se donner une espèce de statut moral, n'est-ce pas, comme ces juifs aux États-Unis qui ont un sentiment de se donner une supériorité morale en condamnant Israël comme si c'était l'Espagne de Franco ou l'Afrique du Sud du régime de l'apartheid. Israël n'est pas parfait, aucun pays ne l'est, mais c'est complètement ignoré. Le fait qu'Israël a accepté, continue d'accepter des compromis qui ont été rejetés par les Palestiniens et que, encore une fois, une majorité, je le répète, de militants du BDS ne veulent pas d'une solution pacifique, ils veulent remettre complètement en cause et annuler l'indépendance d'Israël, le droit d'Israël, des Juifs, à l'autodétermination, à avoir un État-nation. Alors, je voudrais faire quand même une remarque. Pour moi, le droit au retour est un droit non négociable et fondamental. Le droit qu'a quelqu'un qui a été, pour des raisons diverses... Même si ça signifie la fin, finalement, d'un État d'abord, le droit, c'est un droit non négociable, il est collectif, individuel, j'ai le droit d'entrer à la maison. Les Juifs, aujourd'hui, de Pologne, les petits-enfants des rescapés... les petits-enfants rescapés des Juifs de Pologne revendiquent leur droit, soit à être polonais, soit à récupérer leurs biens, 60 ans ou 70 ans après. Dans le cadre de 2 États-nations, d'une solution de 2 États, alors, que chacun rentre dans son État. En ce qui me concerne, la forme politique d'une solution, c'est le dernier de mes soucis. Est-ce que ce sera un État fédéral, un État confédéral, 2 États? Ça se négociera, je laisse ça aux diplomates, ce dont je ne suis pas. Ce qui, pour moi, est fondamental, ce sont les droits. Et les droits incluent le droit de ceux à qui ce pays, qui est leur pays, tout autant que le mien, de pouvoir y vivre s'ils le veulent. Ça, c'est non négociable et il faudra trouver la forme politique adéquate dans laquelle les 2 réalités nationales, les Arabes palestiniens et les Juifs israéliens, puissent avoir une existence autonome, leur propre culture, leur langue, leur autonomie même politique. Quel sera le cadre politique? Ce seront 2 États égaux l'un à côté de l'autre, 2 communautés. Le droit au retour, c'est qu'il n'y a plus d'État-nation juif. Alors moi, je ne suis pas du tout pour un État juif. 5 millions. Bah oui, bah alors vous le reconnaissez, alors dites-le. Je le dis très clairement. Je suis pour un État de tous ses citoyens, que ce soit ici, donc que ce soit en Europe. Donc vous remettez en cause le droit du peuple juif à l'autodétermination, un État-nation. Non, je fais une différence. État-nation, ça, c'est loin d'être une certitude, une évidence. Donc, il y a tellement de peuples qui s'expriment. L'État d'Israël aujourd'hui est un État-nation, avec une majorité juive, entre parenthèses, comme la plupart des pays au monde aujourd'hui, qui sont également des États-nations. Donner un droit de citoyenneté à 5 millions des descendants réels ou supposés des réfugiés de 48, qui étaient à l'époque 600 000 ou 700 000, c'est mettre fin à l'existence d'un État-nation juif. Oui, mais ça, c'est ni vous, ni moi. Nous n'étions pas, je pense, je ne connais pas votre âge, mais je l'imagine, ni vous ni moi n'étions partenaires de cette décision. On a fait le choix de créer un État juif ici. Mais ce n'était pas un désert, c'est un État juif où existait, était enraciné un peuple. On peut refaire l'histoire de tous les peuples du monde. Faire sur la... Il y a un État-nation aujourd'hui reconnu par le droit international. Le droit du peuple juif à disposer de lui-même est reconnu au peuple juif comme mais pas au détriment du droit des indigènes. C'est pour ça qu'il y a eu un plan de partage. Il y a eu un plan de partage en 1947 de l'ONU, que la plupart de la communauté internationale aujourd'hui soutient une solution de 2 États, où la répatriation ou le soi-disant droit au retour serait mis en place séparément dans 2 États-nations séparés. Or vous êtes pour que le soi-disant droit au retour des Palestiniens soit impliqué également dans l'État d'Israël, donc Israël ne serait plus un État-nation. Donc vous remettez en cause le droit du peuple juif à l'autodétermination et le partage et la solution de 2 États. Bon, je ne vais pas avoir le temps malheureusement de vous laisser plus dans ce débat, mais on y reviendra. On voit bien que la question de toute façon n'est pas refermée. Merci Michel Warschawski, merci à vous Emmanuel Navon. Dans un instant, nouveau journal complet avec Sarah Gaudron. Bonne soirée.